Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai l'honneur de participer à la 8e édition du Salon Rieda pour l'année 2021, comme d'habitude, et pour parler autour d'un thème très intéressant pour les entrepreneurs et pour les porteurs d'idées de projets, self-leadership. Donc, je me présente, je suis Mohamed Alfiq Ben Ayed, je suis enseignant à l'Institut supérieur de gestion de Tunis, coach professionnel selon la méthodologie SAF, praticien en programmation neurolinguistique New Code, membre fondateur de Hello Coach, consultant en entrepreneuriat et employabilité. Je suis formateur certifié en soft skills et en lean management, consultant en diagnostic d'entreprise selon la méthodologie de la BER et accrédité performance avec HR House. Et j'ai dirigé le centre de carrière et de certification des compétences 4C ISG Tunis de 2017 jusqu'à janvier 2020 et j'ai assuré l'accompagnement de 900 projets professionnels. Donc, je vous présente ici l'équipe de Hello Coach. Il est composé de 3 membres fondateurs. C'est M. Walid Nafouti, c'est le coach aussi Mounji Argoubi et Mohamed Alfiq Ben Ayed, moi-même, qui est avec vous. Alors, le thème, c'est le self-leadership, mais avant réellement d'expliquer ce que ça veut dire le self-leadership ou bien les outils de self-leadership, je viens revenir sur la définition du leadership en général, qui s'applique à une équipe, à une association et à une organisation, que ce soit publique, privée ou bien organisation non gouvernementale. Donc, le leadership, par définition, c'est la capacité d'une personne à influencer d'autres individus pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle. Donc, quelle est l'utilité du leadership ici? C'est d'atteindre l'objectif, et pour atteindre un objectif, ça nécessite une meilleure canalisation des ressources de l'équipe ou bien de l'organisation. Donc, à chaque instant, dans chaque seconde, nous consommons 5 types de ressources. Il y a tout d'abord l'énergie mentale, la réflexion, les pensées, le raisonnement, les calculs, l'analyse. Il y a aussi l'énergie physique. Il y a aussi les émotions, que ce soit agréables ou bien désagréables. Il y a aussi le temps, il y a aussi de l'argent. Donc, le leadership, quel est son rôle? C'est de canaliser toutes ces ressources pour atteindre les objectifs dans les délais prévus. Et là, je vais utiliser une métaphore d'une voiture qui est en train d'avancer sur une piste. Donc, sur une piste, la vitesse maximale peut atteindre 40 km à l'heure, mais avec le leadership, avec une meilleure canalisation de ces ressources, on peut atteindre une vitesse maximale de 110 km à l'heure. Alors, nous avons défini déjà le leadership. Maintenant, nous allons revenir sur le self-leadership. C'est quoi le self-leadership ou bien le leadership de soi, une traduction en français à française? Comment on peut le définir? Là, j'ai utilisé 6 éléments dans sa définition. Premièrement, c'est prendre sa vie en main. Ça ne sert à rien de jouer le rôle de victime ou bien d'externaliser les échecs, dire que c'est à cause de l'autre, ou bien on nous impose réellement des choix, ou bien nos parents réellement qui décident à notre place. Donc, le self-leader, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, c'est quelqu'un qui est responsable sur ses choix, il est responsable aussi sur ses décisions et assume bien sûr ses conséquences. Le self-leadership, c'est un comportement efficace, efficient et agile. Qu'est-ce qu'on veut dire par efficace? C'est-à-dire le résultat obtenu est égal à l'objectif initialement défini. Efficience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une optimisation de ressources tout en évitant le gaspillage. Et l'agilité, c'est quoi? C'est une meilleure adaptation, c'est une meilleure flexibilité, c'est une proactivité, c'est être à l'écoute des besoins de l'environnement et aux besoins des clients. Quatrième élément au niveau de cette définition de self-leadership, c'est exploiter pleinement ses capacités et ses ressources. Aussi, il y a un potentiel caché. Donc, si vous faites un exercice sur la connaissance de soi, il y a une partie qui n'est pas connue et qui s'appelle le potentiel caché. Et heureusement qu'il y a l'aventure de l'entrepreneuriat qui permet à toute personne de découvrir son potentiel caché. Et à la fin, c'est atteindre ses meilleurs objectifs possibles et dépasser ses limites. Donc, les éléments de cette définition sont inspirés d'un outil très puissant dans le coaching et en particulier dans la programmation neurolinguistique qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Il s'agit de 6 niveaux: l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances et les valeurs, l'identité et le sens.
Donc, tout changement peut être effectué en travaillant sur ces 6 niveaux logiques. Alors, je vous invite, chers auditeurs, de bien voir ici la liste des numéros qui figurent devant vous. Donc, c'est une bande numérique de 1 à 100. 100 correspond à une situation idéale et à une situation désirée. Et vous allez choisir le nombre qui traduit votre situation actuelle par rapport à cette situation idéale qui est égale à 100. Peut-être il y a des personnes qui sont au niveau de 35, 40, 45, d'autres personnes qui sont au-dessus de la moyenne, 65, 73, 83, d'autres personnes qui ont déjà bien avancé dans leur parcours, ils sont à proximité de 100, 97, 98, 99. La question qui se pose, c'est que si j'ai choisi par exemple le chiffre ou bien le nombre 65, qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce nombre? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment je me suis comporté dans la période précédente? Quels sont les obstacles rencontrés? Comment je me suis comporté face aux défis et face aux challenges et face aux difficultés? C'est la question qui se pose. Pourquoi 65, c'est pas 82, c'est pas 34, par exemple? Et une deuxième question, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour atteindre la situation souhaitée, qui est égale à 100, qui traduit un pourcentage de 100%? Certainement, quelques personnes parmi vous ont choisi déjà le nombre qui traduit leur situation actuelle par rapport à leur situation désirée. Maintenant, on va travailler sur les piliers de self-leadership. Donc, comment on peut réussir le self-leadership? Il s'agit de travailler sur 4 axes. Le premier, c'est la connaissance de soi. Qui suis-je? Donc, c'est un travail sur les croyances, c'est un travail sur les valeurs, c'est un travail de diagnostic sur mon bilan personnel et mon bilan professionnel, et c'est un travail d'élaboration de sa propre vision et de ses propres objectifs. Deuxième pilier, c'est ce que je fais, c'est-à-dire une analyse de mon comportement, comment je me comporte à chaque instant. Quelle est l'équation qui traduit mon comportement? Qu'est-ce qui déclenche mon OK ou bien mon KO? Qu'est-ce qui déclenche ma décision? Qu'est-ce qui favorise mes choix? Qu'est-ce qui explique mes paroles, mes opinions? Deuxièmement, mes facteurs de motivation. Et troisième élément, mes freins. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui constitue pour moi un facteur d'auto-sabotage? Troisième pilier au niveau du self-leadership, c'est que quelles sont mes ressources manquantes? Et dans le coaching, on utilise une formulation positive. Quelles sont mes ressources désirées? Et quel est mon plan de développement pour acquérir et développer ces ressources qui sont désirées? Donc, il s'agit de certaines compétences et il s'agit aussi d'élaboration d'un plan d'apprentissage. Et quatrième pilier du self-leadership, c'est qu'après avoir acquis ces connaissances et ces compétences, comment je vais les exploiter pleinement? Donc, on parle ici de la conduite de changement, on parle de nouvelles habitudes et on parle aussi d'un nouvel environnement propice et favorable pour réellement exploiter pleinement mes ressources. Je vais revenir maintenant à chacun de ces piliers en détail. Premier élément dans la connaissance de soi, qui suis-je, c'est qu'il y a les croyances. Donc, les croyances ici, il ne s'agit pas de croyances religieuses. C'est la manière par laquelle je vois la vie, par exemple. Est-ce que la vie, en prenant un peu de recul, est-ce qu'elle est agréable ou bien plutôt pénible, intéressante? Est-ce que la vie constitue un fardeau, un paradis, un enfer, un jeu, une aventure? Votre manière de voir la vie explique votre situation actuelle. Deuxième élément au niveau de croyances, ce sont les êtres humains dans mon entourage, que ce soit collaborateurs, voisins, amis, camarades, mon patron aussi. Est-ce qu'ils sont bons, mauvais, sans intérêt, attirants et comment ils devraient être? Troisième élément au niveau de croyances, c'est ma place dans le groupe. Est-ce que je suis à l'écart, je suis timide, je suis en retrait, ou bien plutôt je suis intégré, je suis engagé, je suis meneur, ou bien peut-être je suis le suiveur. Quatrième élément au niveau des croyances,
c'est comment je réagis face aux difficultés. Lorsque je rencontre un obstacle, moi en tant qu'entrepreneur ou bien porteur d'idées de projets qui cherchent un financement ou bien qui cherchent à avoir des conventions et des promesses de vente avec des clients, face à une difficulté, est-ce que j'accepte la situation? Est-ce qu'il s'agit d'un comportement de fuite? Ou bien j'abandonne l'idée, je cherche un emploi stable, etc. Ou bien je fais preuve de lutte et de créativité pour atteindre mon objectif. Cinquième élément, comment je vais faire pour obtenir ce que je veux, pour atteindre mes objectifs, pour concrétiser mes rêves? Est-ce que j'insiste? Je fais une demande directe, une demande indirecte, je manipule, j'influence, je sympathise, d'accord? Donc, comment réellement je vais atteindre mes objectifs et comment je vais concrétiser mes rêves? Bien sûr, la réponse vient à travers un peu de recul et un autodiagnostic. Et le dernier élément au niveau de ces croyances, c'est comment traiter les autres. Est-ce qu'on doit donner confiance aux autres, leur déléguer des tâches, les contrôler, les respecter? On parle ici éventuellement de notre style de management. Donc, les croyances sont de type. Il y a des croyances positives et il y a des croyances négatives. Qu'est-ce que ça veut dire positif? C'est-à-dire qu'elles sont stimulantes, qui nous amènent et qui nous poussent à l'action. On est optimiste, on est enthousiaste, et dans ce cas, on peut concrétiser beaucoup de rêves et beaucoup d'objectifs. De l'autre côté, il y a des croyances qui sont limitantes, qui sont handicapantes, qui sont freinantes et qui sont paralysantes. Et comment on peut découvrir? C'est à travers le résultat. Donc ici, le coaching professionnel ou bien le coach qui assure l'accompagnement travaille essentiellement sur vos croyances et à quel point vos croyances impactent vos résultats et vos comportements. Et on change ces croyances qui sont négatives, on les remplace par des croyances qui sont stimulantes. Deuxième élément dans la connaissance de soi qui est très important, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est quoi en fait? En arabe, c'est le qiyam. Ce sont les choses importantes dans notre vie. Par exemple, je vous pose 3 questions. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la famille reste toujours soudée? Comment favoriser, par exemple, le travail collaboratif? Qu'est-ce qui est important pour avoir une équipe soudée ou bien pour avoir une cohésion d'équipe? La même chose dans une vie de couple réellement. Qu'est-ce qui est important, sur quel élément on doit s'appuyer pour une belle vie de couple et qui est stable? Donc, vos réponses ici sont les valeurs qui résultent de votre expérience ou bien de votre identité aussi. Et d'après aussi votre background et en même temps de votre vécu. Donc, si les valeurs ne sont pas nourries, donc automatiquement, je peux entrer dans une phase de frustration et des émotions désagréables telles que la colère, la tristesse, la peur. D'accord? Donc, on est gêné si nos valeurs ne sont pas respectées. Par exemple, j'exige le respect dans le travail et quelqu'un qui ne me respecte pas. Automatiquement, il y a une émotion négative, désagréable, il y a une pensée peut-être aussi limitante. Vous voyez? Donc, d'après l'Organisation des Nations Unies, il y a 283 valeurs humaines et toutes les valeurs sont bonnes, sauf que l'ordre de ces valeurs diffère d'une personne à une autre. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les valeurs sont réparties en 2 catégories. Il y a les valeurs morales, il y a les valeurs motrices. Comment on qualifie les valeurs morales? En général, les valeurs morales constituent un obstacle ou bien elles contraignent l'action. Elles bloquent, elles freinent, elles ralentissent l'action. Par contre, les valeurs motrices, elles entraînent de l'action et elles nous donnent des ailes. Telles que l'accomplissement, la réalisation, la continuité, la contribution, la confiance en soi, la concentration, le désir, l'excellence, l'expérience, l'expertise, l'espérance, l'équité, l'élégance, tous ces éléments donc constituent des valeurs motrices. Il y a de l'autre côté des valeurs morales qui peuvent constituer des freins. Le troisième élément au niveau de la connaissance de soi, je répète qu'il s'agit du premier pilier au niveau du self-leadership, c'est faire son bilan personnel et son bilan professionnel. Donc, il s'agit de travailler sur les qualités,
Les qualités, ce sont des caractéristiques innées chez nous, par lesquelles notre environnement arrive à nous connaître, telles que la détermination, l'altruisme, la modestie, etc. Il y a aussi les défauts. Bon, malheureusement, je ne sais pas dire malheureusement, mais maintenant, on commence à les remplacer par les pièges et par les allergies. Les pièges, c'est quoi? C'est un excès de qualité. Quelqu'un, par exemple, qui est très modeste, donc il peut atteindre le niveau d'être effacé. C'est-à-dire qu'il n'est pas vu dans son environnement à cause de sa modestie. D'accord? Ou bien quelqu'un qui est économe, il peut devenir quelqu'un qui est avare. D'accord? Et mes allergies aussi, mais les allergies, c'est quoi? C'est-à-dire le comportement que j'accepte pas dans mon environnement, qui m'amène ou bien qui engendre une frustration chez moi, ou bien une colère, ou bien une tristesse. L'essentiel, c'est que l'allergie constitue un facteur de dérangement. Troisième élément, au niveau du bilan personnel et au niveau du bilan professionnel, ce sont mes talents et mes forces. Il s'agit aussi de mes passions, mes centres d'intérêt. C'est bien donc de mettre l'accent sur ça. Et le dernier élément qui est très important aussi, ce sont mes facteurs de bien-être et mes facteurs de malaise. Quatrième élément au niveau de la connaissance de soi, pour avoir un bon self-leadership et réussir le self-leadership, c'est l'élaboration de sa vision et de ses objectifs. Donc, la vision concerne trois éléments en tant qu'entrepreneur. On concerne ma personne, le moi, et elle concerne aussi mon projet, et elle concerne aussi mon secteur d'activité. Et là, je peux me poser une question. Quelle est ma situation désirée après 3 ans, par exemple, comme aujourd'hui, le 23 février 2024? Quel est l'avenir de mon secteur dans 3 ans? Est-ce qu'il y a des menaces, des opportunités? Et quel est l'avenir aussi de mon projet? Comment il va évoluer de façon stable, stationnaire, ou bien de façon exponentielle? Donc, la vision permet aussi de répondre à 3 questions, puisqu'elle doit être précise et claire. Ce que je veux être, mon statut, est-ce que je veux être un entrepreneur dans une boîte composée de 50 personnes qui a un tel chiffre d'affaires, qui est dans un tel domaine, qui assure la production et la commercialisation de tel nombre de produits ou bien de services? Ça, c'est mon statut. Deuxièmement, au niveau de la vision, ce que je veux avoir, combien matériel et immatériel, ou bien dans le langage des comptables, tangible et intangible. Et aussi, troisième élément au niveau de la vision, ce que je veux faire, mon quotidien, comment je conçois réellement mon quotidien dans mon entreprise et ma semaine, mes activités, mes tâches, contact avec les fournisseurs, les clients, les banques, les otages, participation au niveau des salons, des forums, des séminaires, etc. Donc, il vaut mieux que la vision soit précise et claire. Imaginez que vous êtes en train de regarder un film ou bien vous assistez à une pièce de théâtre. Et en coaching, on utilise ce que nous appelons, en fait, l'associé et le dissocié. Associé, c'est-à-dire s'imaginer dans l'action comme si vous êtes en train de conduire votre projet après 3 ans. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez autour de vous. Ou bien dissocier, c'est-à-dire prendre un peu de recul et se voir comme si vous êtes en train de voir votre personne sur un écran, dans un film, etc., ou bien dans une pièce de théâtre, et vous allez analyser votre comportement. Et il vaut mieux que la vision soit très précise. C'est-à-dire très précise. C'est-à-dire je réponds à certaines questions, telles que le qui, par qui, avec qui, quoi, quand, comment, combien, où, pourquoi et pour quel but. Comme ça, je serai certain sur mon orientation et sur ma situation désirée. Parfois, dans l'élaboration de sa vision, il faut sortir du lot. Comme vous voyez ici, donc au niveau des images, il y a donc, on évite le comportement de troupeau. Parfois, on est amené à être exceptionnel et choisir une autre orientation. Sortir de l'eau, peut-être pour inventer quelque chose, pour offrir à la planète et au monde un nouveau produit ou bien à la communauté un nouveau service. Et au niveau de la vision, il est important de poser 3 questions. Donc, maintenant, ce que je cherche exactement est réellement quel est l'impact lorsque je possède ce bien, lorsque je concrétise ma rêve, et quel est l'impact sur moi éventuellement si je perds réellement cette situation désirée.
D'accord? C'est en fait, c'est une autre lecture sur la valeur de mes efforts que je vais déployer pour atteindre ma vision. Exemple de vision, récemment, donc le 18 février, après un parcours et un voyage de 7 mois, depuis le 30 juillet 2020 jusqu'au 18 février 2021, donc il y a un robot qui s'appelle Persévérance, et le mot Persévérance signifie beaucoup de choses, donc qui a été posé sur la planète Mars. Donc vraiment, c'est une première expérience dans le monde, un travail qui a duré 9 mois, mais 9 ans plutôt, mais avant ces 9 dernières années, donc pratiquement il a commencé en 2011, et on a commencé par peut-être une feuille blanche, on a commencé peut-être par un rêve, par une vision. Et heureusement que l'équipe de la NASA a pu vivre cette situation avec toutes les émotions agréables que vous voyez ici devant vous sur l'écran. C'est l'enthousiasme, c'est la joie en fait, c'est la fierté d'avoir donc abouti à cette situation. Et vous voyez ici, donc on a coupé le hymne de impossible pour laisser le possible. Beaucoup de gens avaient des visions et qui sont sortis du lot. Je parle ici de notre fierté, M. Mohamed Abid, tunisien, qui est le vice-président ou bien le sous-directeur responsable sur tout ce qui est donc projet de robot NASA. Il y a aussi Martin Luther King, donc I Have a Dream, donc sa situation célèbre dans les années 60 pour lutter contre la discrimination. Steve Jobs aussi, qui était révolutionnaire. Aussi, il y a Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, donc réellement qui a inventé ce service et auquel nous accordons plus que 2 heures par jour pour voir les notifications, les actualités. Aussi Bill Gates aussi, qui était très révolutionnaire. Et en Tunisie aussi, nous avons aussi un nouveau projet, c'est Challenge One. C'est le premier satellite tunisien et arabe et fabriqué avec des compétences 100% tunisiennes qui va être lancé le 20 mars à l'occasion du 65e anniversaire de la fête d'indépendance et ça constitue une fierté. Donc déjà, ce projet a été donc réellement communiqué depuis 3 ou bien 4 années et maintenant il va voir le jour dans quelques semaines. Donc la vision aussi, c'est un ensemble d'objectifs. Donc comment on peut fixer un objectif? L'objectif doit répondre, de préférence, il y a plusieurs donc, formules, mais de préférence, donc c'est de répondre à une caractéristique SMARTER. Qu'est-ce que ça veut dire SMARTER? Le S, c'est-à-dire spécifique, où est-ce que je veux aller? Donc, ça nécessite une meilleure précision, éviter toute opacité et les mots qui sont vagues. Par exemple, je cherche le bonheur, je cherche la richesse. Ok, c'est bien, mais peut-être là, il faut la qualifier et la quantifier. M, c'est mesurable, c'est de donner réellement des indicateurs chiffrés pour mesurer l'écart en cas de réalisation ou bien en cas de retard au niveau de réalisation, où je suis très avancé par rapport à mon objectif. Le A, c'est atteignable et c'est acceptable. Atteignable pour moi, pour ne pas engendrer une frustration, et acceptable si cet objectif est partagé avec les membres de mon équipe. R, c'est-à-dire réaliste, donc il correspond aux coordonnées de l'époque, aux exigences au niveau de l'époque. T, c'est temporellement défini, donc je dois fixer une échéance, après 6 mois, après une année, etc. Donc c'est le cas par exemple de la NASA qui a fixé l'année 2021, début 2021, comme une échéance à respecter. Le E, c'est excitant, qui constitue une source d'inspiration, et en même temps, il est écologique. Écologique, réellement, sur mon entourage, sur ma vie au niveau de ma famille, sur réellement la communauté, sur mon équipe. Donc, écologique, ça ne concerne pas uniquement la pollution, etc., ou bien les conditions sanitaires, mais même au niveau psychique et psychologique. Et le R, c'est suivi de récompense et en même temps, il peut faire l'objet d'une révision. Donc, c'est bien d'être déterminé, mais sans tomber dans le piège de l'obstination. C'est-à-dire, parfois, on est amené à ajuster notre objectif à la hausse ou bien à la baisse en fonction des circonstances. Et vous avez vu l'impact de la pandémie Covid sur les entreprises en termes de baisse du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez déjà élaboré votre plan d'affaires ou bien business model, vous êtes invité à ajuster à la hausse ou bien à la baisse donc votre objectif en fonction des circonstances. Alors, au niveau du diagnostic aussi, il est important de se poser des questions sur ma roue personnelle, ma roue de vie.
Donc, quel est aussi mon avancement dans les 8 domaines de vie? Il y a le domaine personnel, tout ce qui constitue mon épanouissement et le développement de soi. Il y a le domaine professionnel lié à ma carrière professionnelle. Il y a le domaine financier, donc l'indépendance financière, la stabilité financière, la sécurité financière ou bien l'autonomie financière. Il y a le quatrième volet, c'est tout ce qui est relationnel et social, activités associatives, réseautage, etc. Il y a la famille, d'accord. Il y a l'amour et vie de couple, c'est avec la personne avec qui je partage donc une grande partie donc de ma vie, même à distance, même si je travaille, mais il y a une pensée aussi à son partenaire. L'état de santé et le huitième domaine, c'est le spirituel et religieux. Ça, c'est pour garantir un équilibre entre vie personnelle et une vie professionnelle. Parce que parfois, si on oublie la vie privée, on risque d'être dans un dérapage ou bien avoir des conséquences éventuellement négatives. Il y a aussi la roue professionnelle, ça concerne votre projet, ça concerne votre boîte, votre entreprise, on parle de l'agilité. Donc maintenant, c'est une nouvelle compétence qui est très sollicitée dans le monde des affaires. Il y a aussi l'innovation, c'est la capacité à renouveler ses services et ajouter des ingrédients et réellement réviser votre proposition de valeur unique. Il y a aussi le monde digital, et déjà aujourd'hui, nous sommes tous dans le digital, donc c'est la 8e édition RIEDA 100% digital. Il y a aussi le collaboratif, c'est l'esprit d'équipe, c'est la cohésion, c'est l'écoute, c'est l'empathie. Il y a aussi l'efficience, ou bien le lean, c'est évitement de gaspillage et des sources de gaspillage, donc tout ce qui est MUDA, MURI et MURA pour les connaisseurs du monde de la logistique et de lean. Il y a aussi le relationnel, donc avec les partenaires, avec les métiers de support, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les banques. Il y a aussi le leadership. Et il y a aussi l'équilibre personnel. Donc, réellement, il est important de travailler sur tous ces éléments. Alors, deuxième élément maintenant, au niveau donc de la connaissance, au niveau donc, du self-leadership, c'est l'analyse de mon comportement. Donc, il s'agit d'une modélisation de mon équation, comment je me comporte. Mon comportement, il est fonction de quoi? Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent mon comportement. Il y a les croyances, les valeurs, les émotions agréables ou bien désagréables, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, mes pièges, mes talents, ma passion, mon parcours, mon éducation, parce que par exemple, quelqu'un qui est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales n'a pas le même parcours, n'a pas suivi le même parcours que quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme de baccalauréat en mathématiques ou bien en informatique. Donc, les modules ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes aussi. L'expérience, l'expertise, la religion, l'appartenance géographique, les facteurs de bien-être, les facteurs de malaise qui expliquent mon comportement, les habitudes et les traditions, les facteurs de motivation, mes objectifs, mes besoins et mes ambitions. Donc, c'est bien de prendre un peu de recul et se poser la question, par exemple, pourquoi je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique ma décision pour être ici et pour participer au salon RIEDA et aux conférences et aux workshops? Donc, certainement, il y a des objectifs, il y a des besoins, il y a des facteurs de motivation, il y a des valeurs qui ont été respectées. Donc, le comportement ici, il s'agit de travailler sur les pensées, analyse de pensée, analyse de mes paroles, le message verbal qui est en train de sortir, mon body language aussi, mes choix, mes décisions, mes priorités, mon mode de communication, ma présence versus mon absence. Il s'agit d'analyser aussi mes comportements en fonction de mes envies et de mes besoins. Je fais la distinction entre le besoin quelque chose qui manque. Les envies, c'est quelque chose qui est complémentaire. Mes bénéfices secondaires, parfois je fais des choix et je prends une décision, n'est pas pour le bénéfice principal, mais pour un bénéfice secondaire. Mon comportement en termes de s'éloigner d'eux ou bien aller vers, mon style social, ou bien je suis extraverti, introverti, quelqu'un qui est expansif, réservé, favorise plutôt la tâche ou bien la personne, le passé ou bien le futur. Mon style de management directif, explicatif, participatif, délégatif, coach, chef de file, collaboratif, visionnaire, c'est bien de faire votre autodiagnostic sur la manière par laquelle vous vous comportez.
Aussi, on parle ici des freins et des facteurs de sabotage. Donc, il y a deux types. Il y a des freins et des facteurs de sabotage qui sont internes. Il y a des freins et des facteurs de sabotage qui sont externes. Internes, tels que par exemple la peur de l'échec, la peur de l'opinion de l'autre, problème de santé, manque de ressources, hygiène de vie, mauvaise gestion de temps, manque de confiance en soi, mes croyances, mes traits de personnalité. Il y a aussi une analyse de mes facteurs de motivation. Qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui me pousse à l'action? Est-ce que c'est pour répondre à l'accomplissement, pour avoir des gains, des bénéfices? L'entrepreneur, il est fait pour réaliser des bénéfices. La fierté, sentiment de fierté, j'ai besoin de célébrité, j'ai besoin de répondre à un besoin d'estime, à un besoin d'appartenance, je veux la sécurité, je veux la paix intérieure, je veux donc me concentrer sur mon domaine de prédilection. Donc, c'est bien d'analyser tous ces éléments comme levier principal et pilier principal pour le self-leadership. Or, vous pouvez me poser la question, mais tout ce travail, comment je vais le faire? Pourquoi je peux donc le concrétiser? Donc, j'ai deux réponses. Soit il y a des outils qui sont disponibles, tels que ici la fenêtre de Johari, c'est de poser les questions à votre entourage. Donc, qu'est-ce que vous savez de moi? Quelle est votre idée sur mon comportement, sur ma personnalité? Ou bien, de préférence, c'est d'être accompagné de façon professionnelle par un coach spécialisé qui travaille sur l'humain, sur le diagnostic, etc. Donc, la fenêtre de Johari, il y a la zone publique, il y a des choses qui sont connues par moi et connues par les autres. Il y a la zone aveugle qui sont connues uniquement par les autres et ne sont pas connues par moi. La zone cachée, c'est la zone discrète, connue par moi et inconnue par les autres. Et la zone inconnue, c'est inconnue de moi et inconnue des autres. Et elle constitue vraiment un potentiel caché et un trésor. Plus on travaille sur la zone inconnue, plus on peut se découvrir et mettre l'accent sur notre potentiel caché et nos capacités qui n'ont pas été encore explorées. Et heureusement que l'entrepreneuriat est un des éléments qui favorise l'exploration de cette zone cachée, la zone plutôt inconnue et le potentiel caché. Aussi, au niveau de mon comportement, il est important d'analyser mon portefeuille d'activités. On sait très bien que l'entrepreneur est amené à faire 50 tâches par jour. Bricolage, réparation d'imprimantes, comptabilité, gestion de trésorerie, contact avec le banquier, le fournisseur, transport, conditionnement et emballage. Il y a plusieurs réellement tâches. Donc, c'est bien d'analyser votre portefeuille d'activités. Et il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est dans lequel j'ai la maîtrise, je suis compétent, d'accord? Mais je travaille dans un projet qui n'est pas compliqué. Et dans ce cas, je suis dans la sous-capacité, c'est-à-dire je ne suis pas en train de canaliser de la meilleure façon mes énergies. Ça engendre de l'ennui. Le contraire, si je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas les compétences nécessaires, mais je travaille dans un domaine qui est compliqué, par exemple un projet qui dépasse mes limites. On parle dans ce cas de surcapacité et en cas d'échec, on va avoir une tendance vers la procrastination et la panique. Donc, il y aura un blocage, un arrêt, une hésitation, une indécision parce que réellement, le projet dépasse mes limites. Et la meilleure situation, c'est l'état de flow, c'est-à-dire où il y a un équilibre entre ma maîtrise des compétences et aussi le domaine et la complexité du domaine. Il est important aussi dans le self-leadership de se poser la question, comment je suis en train de passer mon temps? Est-ce que je passe mon temps dans des tâches qui sont supportables malgré moi, ou bien, comme vous voyez ici, la couleur rouge, ou bien des tâches perfectibles qui peuvent être améliorées, mais je n'ai pas les moyens pour les améliorer et je n'ai pas le temps, ou bien des tâches qui sont gratifiantes. Et ça, c'est bien sûr, c'est la zone de confort, c'est la meilleure zone, c'est la zone d'excellence. Et comment transformer cette grille ou bien cet ordre en 24 heures, par exemple, par semaine, pour les tâches gratifiantes? J'ai pris ici donc 40 heures par semaine, c'est l'intervalle horaire réservé au travail dans une administration, que ce soit publique ou bien privée, mais juste pour vous dire que l'entrepreneur dépasse de loin réellement cet intervalle horaire. 12 heures pour les tâches perfectibles et réduire au maximum les tâches qui sont supportables, qui consistent réellement à la résolution de certaines difficultés et certains problèmes. Une façon aussi à travers des exercices de coaching, pour découvrir réellement qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je me comporte comme ça et pour quelle finalité,
C'est l'exercice de l'ikigai. Donc, il suffit de répondre à quatre questions pour trouver votre raison d'être et le sens que vous donnez à votre vie. Ce que j'aime faire, ma passion. Deuxièmement, je suis bon en quoi? Le monde a besoin de quoi? Par exemple, si je suis un entrepreneur ou bien porteur d'idées de projet, qu'est-ce que je vais offrir à la communauté, au quartier, à ma ville, à mon pays, donc au pays arabe, etc. Et réellement, les gens vont me payer de l'argent en contrepartie de quoi? Quelle est ma valeur ajoutée? Donc, en répondant à ces questions, moyennant, bien sûr, moyennant donc un accompagnement professionnel et un coaching professionnel, j'arrive réellement à trouver le sens que je vais donner à ma vie. Aussi, donc, au niveau donc, de la troisième partie du self-leadership, puisqu'on a travaillé sur les deux premiers éléments, la connaissance de soi et l'analyse de mon comportement, mes motivations et mes freins. Donc, le troisième réellement, quelles sont mes ressources désirées? Donc, vous savez très bien, il y a un proverbe français qui dit que pour rester sur place, il faut courir. Et pour avancer, il faut courir plus vite que les autres. Donc, devant vous ici, pour les amateurs du courbe et de l'Excel, deux scénarios. Le premier scénario, là où il y a un écart entre mes attentes et mes réalisations. Comme vous voyez ici, un grand écart qui figure devant vous et qui engendre bien sûr une frustration. C'est-à-dire, mes chiffres d'affaires souhaités ou bien mes résultats souhaités ne sont pas concrétisés. Par rapport à un deuxième scénario qui est beaucoup meilleur, c'est il y a si vous voulez, une distance très limitée, très réduite entre mes attentes et mes réalisations. Donc, pour atteindre ce nouveau scénario, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acquérir et développer de nouvelles compétences et de nouvelles ressources, telles que par exemple les compétences techniques. Aller par exemple à Espace Entreprendre au bureau d'emploi et assister à des formations CFI Germe. Apprendre à travers YouTube ou bien des formations en présentiel ou bien en ligne, le marketing digital, la prospection des clients, l'éducation financière, la gestion des ressources humaines, l'intelligence émotionnelle. J'ai besoin de coaching professionnel, j'ai besoin d'agilité, de créativité, de compétences linguistiques, de compétences informatiques. Donc, je prends ce tableau donc de ressources nécessaires et j'essaie de mettre des croix là où réellement je sens que j'ai une compétence manquante. Donc, pour aller et concrétiser votre vision, vous avez certainement un chemin à parcourir. Donc, ce chemin doit être fluide. Je ne dois pas avoir des obstacles. Je ne dois pas avoir des contraintes. Donc, je sais très bien quel est mon point d'arrivée et je fais par la suite un recul. Quelles sont les étapes à parcourir? Sinon, je vais utiliser cette métaphore qui est devant vous, cette image. Quelqu'un qui a construit des escaliers, mais à la fin de ces escaliers, il n'y a pas une porte qui permet donc d'aller à la maison, donc d'entrer à sa maison. Donc, vous voyez, et dans ce cas, il a amené un autre outil. Donc, c'est bien de savoir quel est le chemin à parcourir et comment je vais acquérir et développer ces compétences pour atteindre le contexte. En PNL, on parle de contexte et ma vision. Par la suite, j'élabore un plan d'apprentissage et un plan de développement de soi. Donc, je vais énumérer ici quelles sont les compétences nécessaires, qui est l'organisme prestataire, et il y a une différence entre un certificat et une attestation de participation ou bien de présence, parce que le certificat, c'est comme un mini diplôme qui est reconnu à l'échelle internationale, parce que le diplôme, c'est associé à une université, mais le certificat peut être un cursus accéléré qui peut durer par exemple 60 jours ou bien 5 jours, ça dépend bien sûr de la nature de la compétence. L'échéance, quand est-ce que je vais donc terminer ce processus de certification d'apprentissage, quels sont les apports et les valeurs ajoutées de cette compétence et autres remarques, par exemple, qui va financer ce projet ou bien comment je vais m'organiser dans mon quotidien, cours de soir, week-end, etc. Tout ça, c'est pour passer d'un stade de help, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui demande de l'aide, vers un stade d'autonomie où donc il y a une confiance en soi qui est développée. Ensuite, une fois que j'ai acquis donc ces compétences et ces connaissances, maintenant la question qui se pose, comment je vais exploiter pleinement ces ressources? Malheureusement, il y a des dizaines de jeunes qui ont
assister à des sessions de formation sur la culture entrepreneuriale, sur la création d'entreprises, mais le nombre réellement de projets concrétisés, il est très, très faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement exploité pleinement ses ressources et ses capacités. Et dans ce cas, pour arriver à ce niveau, il est important d'agir sur croyances et les pensées. Donc, se lever le matin avec de l'enthousiasme, avec de la joie, avec de l'optimisme. Donc, aussi ajuster ce comportement, comment allouer les énergies, déléguer des tâches, gérer ses émotions. Donc, essayer d'être connecté à vos émotions qui sont agréables, améliorer sa productivité, prendre les bonnes décisions, changer les habitudes pour une meilleure efficacité personnelle et professionnelle. Et dans ce cas, on parle des 4 E. 4 E, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsque je me comporte, je dois être efficace, je dois répondre à une exigence d'effectivité. Qu'est-ce que ça veut dire effectivité? Faire la bonne chose. Je dois être efficient, éviter le gaspillage, et le lean, le muda, le muri, etc. Et éviter et avoir un environnement et une bonne qualité de vie qui est propice et favorable pour une excellence. Donc, le changement s'impose, comme j'ai dit dans le proverbe, pour rester sur place, il faut courir, et pour avancer, il faut courir plus vite que les autres. Un petit changement de 1% chaque jour, durant toute une année, nous donne 37,8. C'est 1,01 fois 1,01 fois 1,01. Donc, par la suite, même à travers ces petits micro-comportements, je peux atteindre de bons résultats. Si mon changement quotidien est beaucoup plus important en termes de pourcentage, je peux avoir plus de résultats. Mais si, par exemple, je ne fais pas de développement de soi, je ne me nourris pas par des nouvelles compétences, il y a certainement un recul. Donc, le changement, c'est quoi? Le changement, donc je vais aller à la 4e partie des outils de self-leadership, c'est la balance du changement. Quand est-ce qu'on change réellement? Ou quand est-ce qu'on décide de changer? Lorsque le futur promis, il est important à l'existant connu. Chose qui ne figure pas devant vous. Parce que vous avez ici, c'est un existant connu qui a un poids beaucoup plus important. C'est la zone de confort. Et le futur promis, je n'ai pas une idée claire sur ça. Quand est-ce que je change? La balance تتبدل. وقت futur promis واللي هو اللوطة وزنته كبيرة. C'est lorsque le futur promis et les avantages associés à un futur promis sont beaucoup plus importants que l'existant actuel. Bien sûr, pour changer, on commence par des petits comportements qui vont devenir des habitudes pour se transformer par la suite à une culture. D'où vient le changement? Le changement peut venir de l'intérieur et en même temps, il peut venir de l'extérieur. Mais de préférence qu'il soit de l'intérieur. Je prends ici cette métaphore de l'œuf. Si un œuf se casse à cause d'une force extérieure, la vie se termine. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on nous impose un changement et on devient frustré. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est que c'est moi-même qui conduis mon changement. Si un œuf se casse à cause d'une force intérieure, la vie commence. Et l'intérêt du coaching professionnel, c'est qu'il vous accompagne en fonction de vos croyances, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos pensées, en fonction de votre hygiène de vie pour assurer un ajustement et pour favoriser votre conduite de changement. Parfois, dans une nouvelle expérience, on rencontre des échecs. En programmation neurolinguistique, on ne parle pas d'échecs, on parle de feedback. C'est une expérience vécue. Quelles sont les leçons à tirer et comment je peux éviter ces obstacles ou bien ces difficultés dans le futur. Parfois, ça constitue donc un facteur pour rebondir de nouveau. Et on parle dans ce cas de la résilience. C'est comment réellement être focalisé sur votre objectif et les atteindre dans les délais. Vous êtes amené éventuellement à sortir de votre zone de confort, zone de la paix, parfois en sortant et en quittant la zone de confort, on peut entrer dans une zone de peur. C'est normal parce qu'il y a un nouvel environnement qui s'impose, nouvelle habitude, nouveau comportement. Par la suite, si j'avance plus, je serai dans la zone d'apprentissage. Ah, maintenant c'est bon, donc le danger n'est pas grave,
plutôt il y a des petits gains, je peux composer avec ces petits gains pour atteindre par la suite une zone de croissance et on les appelle aussi la zone d'excellence en PNL dans laquelle donc on est sur une autoroute. Donc, dans un changement dans les membres de l'équipe ou bien chez moi, je peux passer par des émotions, que ce soit agréables ou bien des émotions désagréables. Et là, je vais utiliser la courbe de changement de Ross, dans laquelle il y a 7 phases. La première phase, c'est la phase de la surprise, le choc. Par exemple, ici, la pandémie Covid, la distanciation sociale, on ne peut plus ouvrir ses magasins, son café, on va muter, transiter vers, si vous voulez, la livraison à distance ou bien à domicile. D'accord? Donc, premièrement, il y a la phase de surprise, je n'entends pas. Deuxièmement, il y a la phase de déni, je le refuse. Je refuse la réalité qui s'impose. Et on se dit, ya Rabbi, وقتاش تشوف الكوفيد هذه وقتاش نرجعوا كيف العادة. Il y a aussi la troisième phase, c'est la phase de la colère. Je deviens agressif. Je refuse, par la suite, il y a donc se révolter, j'accuse, l'énergie, il est bloqué. Un autre fait que scénario, le triangle dramatique, Karpman, et je suis victime, je commence à être le persécuteur. C'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, etc., etc. Par la suite, il y a la phase de marchandage, résistance. Donc maintenant, je vais avoir le bon côté des choses. OK, donc la Covid, elle a constitué une opportunité pour certains promoteurs, ceux qui travaillent dans le domaine pharmaceutique, médical, etc. Et pour les autres, bien sûr, non. Donc, je vois aussi le bon côté des choses. Il y a aussi la phase d'inhibition, de tristesse. Donc, il est inutile parfois. Donc, je favorise plutôt le retour à la zone de confort. L'avant-dernière étape, il y a l'acceptation. Donc, j'accepte l'évidence, le nouveau bénéfice. Et enfin, la dernière, c'est l'action et l'investissement. Donc, je vois des bénéfices qui sont observables et il y a une nouvelle zone de confort maintenant qui va émerger et qui va s'instaurer et mes habitudes vont se transformer en une culture. Alors, donc, vu la contrainte du temps, donc ici, je vais passer rapidement. C'est qu'au niveau de la conduite de changement, il est important d'avoir une connexion entre la raison et les émotions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ici, on parle ici de l'intelligence émotionnelle, parce que nous sommes le résultat de nos pensées. Et parfois, nos pensées affectent nos émotions et nos émotions affectent à leur tour nos pensées et nos comportements. Donc, c'est quoi en fait? C'est un équilibre entre la raison et les émotions internes chez moi. Donc, mon ressenti, la colère, la fierté, le regret, la tristesse, la peur, c'est pour ne pas réellement suivre vos envies et vos impulsions, mais plutôt avoir un certain équilibre. C'est que vous faites le bon choix et vous avez fait le bon choix. Au niveau de la conduite de changement et au niveau donc de votre nouveau parcours, il est important de choisir votre environnement. L'environnement doit être convivial, l'environnement doit être propice et favorise votre excellence. Donc, j'ai utilisé ici la métaphore des oranges. Pourquoi? C'est pour dire que parfois on est vulnérable et on peut être sensible aux facteurs déprimants et aux ondes négatives. Donc, il y a deux types de gens dans notre entourage. Il y a des personnes qui parlent d'autres personnes, d'accord? Il y a des personnes qui parlent d'idées. Donc, il vaut mieux adhérer à un groupe de personnes qui parlent des idées dans votre entourage. C'est comme ça que vous allez cultiver et nourrir de nouvelles compétences. Voilà, pour assurer tout ça, nous avons deux outils, comme j'ai dit au départ, les outils de la programmation neurolinguistique qui sont utilisés dans le coaching professionnel. Il y a le modèle SCORE, j'ai les symptômes, j'analyse les causes, j'ai un objectif, de quelles ressources j'ai besoin, et une fois que j'ai acquis ces ressources, quels sont les effets qui seront observables. Ou bien, donc, les niveaux logiques de Robert Dilts, tels que l'analyse de l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et le sens. Et si vous avez bien remarqué, c'est que j'ai utilisé tous ces éléments dans le self-leadership. En résumé, le self-leadership, c'est quoi? C'est une conscience de soi, première étape, la connaissance de soi, l'analyse de mon bilan personnel et professionnel, mes valeurs, mes croyances, mes comportements, mes facteurs de motivation, mes freins, mes compétences, etc.
Par la suite, il y a le changement qui s'impose, donc une nouvelle régulation, des compétences désirées à acquérir et à développer, un plan de développement de soi et d'apprentissage, et en même temps se débarrasser de certaines mauvaises pratiques et nourrir de bonnes pratiques. Et pour assurer donc ce self-leadership, j'ai besoin d'une automotivation en continu. 3 questions qui se posent à moi. Donc, premièrement, qu'est-ce que je dois commencer et qu'est-ce que je dois acquérir? Deuxièmement, qu'est-ce que je dois arrêter et qu'est-ce que je dois réduire? Je parle ici de mauvaises pratiques et mauvais comportements qui n'ont pas donné de résultats. Et troisièmement, c'est comment, qu'est-ce que je dois continuer, améliorer et développer et éventuellement ajuster aussi. Je termine par une citation, ou bien 2 citations. لا يكفي أن تكون على قيد الحياة، يجب أن تكون على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل، على قيد شيء جميل سيحصل لك بأي يوم. Et passer à l'action immédiate. Évitez l'hésitation, l'indécision et le fait de tourner en rond si vous faites le premier pas, même avec un micro en comportement, même avec un petit changement. Donc, vous allez tout un chemin par la suite qui va s'ouvrir. La difficulté commence par la sortie de la zone de confort pour aller vers la zone d'excellence, mais ça nécessite donc le premier pas. Si vous avez un dossier de financement refusé, essayez de voir les raisons, essayez d'ajuster. Si un client refuse, par exemple, votre produit ou bien il n'est pas convaincu, essayez de traiter ses objections. Pourquoi? Essayez de négocier avec de nouveaux avantages et une nouvelle offre. Essayez de proposer une nouvelle valeur ajoutée, une nouvelle proposition de valeur. Changez des petites choses pour réellement avoir un autre feedback et ce feedback, bien sûr, va être à votre côté. La dernière citation, donc, fais attention à tes pensées car elles deviendront tes paroles. Fais attention à tes paroles car elles deviendront tes actes. Fais attention à tes actes car ils deviendront tes habitudes. Fais attention à tes habitudes car elles deviendront ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce qu'il est ton destin. Et une nouvelle, c'est qu'on vous annonce le lancement de Radio Dev Intel Coach qui a été lancé au début du mois de février et qui est dédié au coaching et développement personnel pour répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc, je vous souhaite un bon courage, beaucoup de succès. Merci, cher monsieur Montassar, pour votre accompagnement et votre assistance professionnelle. Et je suis à l'écoute des questions de l'audience.